Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation organisée par le Cercle Wine Business. Notre conférence du jour est parrainée par le groupe Epner et elle a pour thème « Quel pilier de transformation pour la logistique en Europe ?» Et pour en débattre comme chaque mois, trois des plus grands experts mondiaux, souriants et encore vivants, j'ai cité Jean-Thomas Schmitt, Pierre-Olivier Brial, Olivier Poncelet. Et on retrouve tout de suite Jean-Thomas Schmitt, le directeur général du groupe Epner, pour une présentation de sa magnifique ETI familiale. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je vais essayer de dresser un portrait robot le plus synthétique possible, mais le plus exhaustif. Donc effectivement, comme l'a dit Alain, l'entreprise a été créée en 1925 par mon arrière-grand-père. Alors, pour l'anecdote, je dis que je vais être synthétique, mais je pars tout de suite sur une anecdote, ça part très bien. Pour l'anecdote, parce que je l'aime bien, mon arrière-grand-père était un paysan du nord de l'Alsace et il a racheté cette petite entreprise qui était spécialisée dans le transit entre Kehl et Strasbourg, donc déjà le flux franco-allemand qui caractérise notre ADN, parce qu'il y avait plus de chevaux dans cette entreprise que le plus gros paysan de son village. Donc c'était déjà une compétition, un build-up avant l'heure. Et finalement, il s'est attaché à ce métier qui était vraisemblablement passionnant. Et il l'a développé pour le passer ensuite à son fils, qui était mon grand-père, puis à mon père, puis moi-même. Donc, vous aurez compris que je représente la quatrième génération d'une entreprise qui est encore 100% familiale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Epner ? C'est une entreprise qui se définit d'un point de vue un peu marketing comme créatrice de solutions transport et logistique. Mais ce n'est pas que du marketing parce qu'on est en réalité commissionnaire de transport pour ceux qui connaissent cette terminaison-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas transporteur nous-mêmes, on n'a pas une flotte de camions ou d'autres types d'ailleurs de véhicules, mais on organise le transport pour le compte de nos clients, pour le compte des chargeurs, en tenant compte d'un certain nombre de critères, évidemment le coût, mais aussi le délai, les modes de transport souhaités, les critères écologiques de plus en plus aujourd'hui, qui donc du coup nous conduisent à proposer des solutions qui peuvent être différentes, qui peuvent être effectivement à travers le camion, mais aussi aérien, maritime, rail, barge, etc. Donc tout type de transport. On utilise même des triporteurs pour la livraison en centre-ville. Donc comme vous voyez, c'est assez éclectique. Donc aujourd'hui, on est 3700 collaborateurs répartis dans 9 pays. L'année dernière, on a franchi le milliard d'euros pour atteindre 1,29 milliard avec la joie de repasser sous cette barre cette année grâce aux taux de fret maritime qui ont été divisés par 10 et qui constituent à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Il y en a qui sont contents, d'autres qui sont moins contents. Moi, je suis content parce que ça me permettra de repasser au-dessus, de refêter une deuxième fois le milliard, l'année des 100 ans du groupe, sans doute en 2025. Donc voilà, ça nous donne une super occasion de le refaire. Mais évidemment, il y a une certaine volatilité aux taux de fret qui peuvent faire jouer. Et puis, comme vous le savez, aux surcharges gasoil qu'on applique sur notre chiffre d'affaires, puisque ça se vient en supplément et en pied de facture en France notamment. Donc voilà ce qu'on est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on est présent dans 9 pays, essentiellement en Europe, mais aussi maintenant en Afrique. Et on ouvre d'ici, on a déjà ouvert, ou en tout cas on est en train d'ouvrir, et ce sera fait avant la fin d'année, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, Et les clients, Jean-Thomas, donc on a tout type de secteur d'activité où tu as des clients prioritaires, ceux qui transportent du lourd. Oui, alors absolument. Tu fais bien de le préciser, on est très centré, ou en tout cas le segment de marché qu'on adresse, c'est d'abord le B2B. Donc effectivement des flux plus industriels, même si le poids moyen a tendance à baisser parce que nous-mêmes on est amené de plus en plus à répondre à l'omnicanalité de nos clients qui souhaitent à la fois servir leurs clients retailers classiques en B2B, mais aussi de plus en plus des particuliers ou des assimilés particuliers comme des artisans, etc. Mais effectivement le poids moyen à l'envoi c'est plutôt 100, 120 kilos et on traite effectivement ce segment de flux entre 100 et 300 kilos en messagerie pour ensuite aller jusqu'au plus gros lot et l'assemblage de lot et finalement le camion complet, mais aussi au conteneur complet, au groupage maritime, au groupage aérien, etc.
Une résonance donc dans 9 pays, mais tout ça, ça part de l'Alsace. Et tu es président d'ailleurs du club des ETI d'Alsace. Hein. Absolument, ça part du Bas-Rhin même, pour être précis. Hein. Oui, Je fais très attention à cette distinction-là. Effectivement, j'ai la chance de co-présider le club ETI Grand Est, et non pas Alsace, sinon ils m'en voudraient, qui s'étend du coup de la Marne au Bas-Rhin. Voilà, c'est un club très intéressant qui compte 77 membres. Et qui représente à peu près 21 milliards d'euros. Donc voilà, c'est sympa. Pierre-Olivier, un mot sur Manutan. Le métier, on le connaît, hein, mais c'est une boîte familiale, c'est comment? Alors en fait, je me suis dit, j'allais me payer une étude marketing pas chère. Qui connaît Manutan? Ah mais c'est pas mal ça. D'accord. Tu les as payés combien là? Non, c'est très bien. Oui. Non, mais je me suis dit, tiens, je vais voir qui connaît. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, boîte 100% familiale, à peu près la même taille qu'Epner. Et donc, nous, on distribue via une quinzaine d'entrepôts en Europe, des plateformes marchandes et des accords grands comptes, des produits pour équiper les usines, les entrepôts, les services généraux, toute une partie mobilier scolaire, éducation, voilà, au travers d'un certain nombre de marques. Moitié du chiffre d'affaires en France, la moitié en Europe. Et notre siège était à Gonesse, près de Roissy. Donc combien de pays au total? Vous êtes présent dans combien 17. de pays? 17 pays quoi. Et combien d'abonnements à l'usine nouvelle pour trouver les bonnes idées quoi? Un seul. Un seul quoi. Et est-ce que tu as répercuté 100% des prix, l'augmentation de tes fournisseurs sur des clients qui sont là, qui sont très heureux quand même? Je ne suis pas sûr que ce soit la question du soir. C'est pas la question. Olivier, délégué général. Donc c'est quoi l'acronyme? Tu es délégué général de quoi exactement? L'Union TLF, c'est l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Alors je me garderai bien de faire le même sondage puisque je pense qu'on risque d'avoir peu de mains qui se lèvent. Pourquoi? Puisque nous sommes un syndicat professionnel. Donc notre rôle, c'est de fédérer, de promouvoir et de défendre ce magnifique secteur qui est le secteur du transport de marchandises et de la logistique. Donc on fédère 2000 entreprises en France, 35 des 50 plus grandes entreprises et les plus belles d'entre elles, dont Epner, et Jean-Thomas Schmitt est un membre actif de notre fédération. Oh là 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 là. Et toi, Pierre-Olivier, d'ailleurs, pourquoi être complet sur les ETI? Parce qu'il faut faire la promotion des ETI. Tu es également vice-président du collectif au niveau national? Oui, du collectif du METI, donc qui regroupe le mouvement, qui regroupe l'ensemble des ETI, avec une dizaine de clubs en région, comme le Club Grand Est, et puis on représente à peu près aujourd'hui 600-700 ETI sur l'ensemble de l'écosystème. Alors, on va découper donc la conférence en 4 chapitres. Le premier, c'est un paysage compétitif qui tend à se densifier. Jean-Thomas, quelle est ta vision des choses? Il se densifie déjà depuis un long moment. Et en fait, tout dépend en fait, des segments dont on parle. C'est-à-dire que l'internationalisation des flux de marchandises, c'est maintenant, ça date de longue date, du début de la mondialisation, etc. C'est aujourd'hui monnaie courante. Et c'est un paysage qui change énormément. La France n'est pas le même marché que l'Allemagne, et le transport terrestre n'est pas le même marché que celui du transport aérien et maritime. Et la compétition, effectivement, se densifie au fur et à mesure de ce que que les acteurs bougent. D'abord, d'une part, comme on le sait, la désindustrialisation de la France a joué aussi sur la capacité des transporteurs français à rester compétitifs, et par conséquent, non seulement, on y reviendra peut-être, mais il y a des problématiques de compétitivité, coût, qui ont entraîné la flotte française dans un certain nombre d'abîmes, et qui s'est fait concurrencer par des flottes notamment venues de l'Europe de l'Est, mais qui sont extrêmement qualitatives et pertinentes aussi. Donc nous, nos sous-traitants, aujourd'hui ont beaucoup changé, hein, même si on s'appuie encore pour grande partie sur des transporteurs français, notamment sur les flux internationaux. Je dois dire que les transporteurs français ont profondément disparu du paysage. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs d'organisation de transport, on a en face de nous des acteurs qui sont beaucoup issus d'ailleurs de groupes publics, notamment des chemins de fer, etc. Parce qu'il y a eu une mode à un moment au début des années 2000 où chacun voulait son champion international, mondial, etc. En tout cas en Europe et en particulier en Allemagne, mais il y a eu aussi en France. Donc on a des très grands groupes qui se sont lancés dans effectivement la consolidation à grande échelle au niveau européen. Et là où, par exemple, le marché allemand est très segmenté avec plein de local heroes qui cohabitent les uns les autres en partenariat, en France, c'est pas du tout la même mentalité, le même mode de fonctionnement. On est des grands acteurs. Enfin, il y a des grands acteurs qui ont consolidé à l'échelle nationale. Et moi, je suis dans le top 5 puisqu'on n'est plus que 5 vrais grands acteurs à rayonner sur l'échelle nationale en face de très grands acteurs européens.
qui ont d'autres marchés que les miens, etc. Donc c'est une compétition très mouvante. Et pour en finir, la compétition, elle change aussi, elle évolue très rapidement parfois. On le voit actuellement à l'issue de la période Covid, où les conteneurs étaient montés à 15 000 $. Tout le monde a entendu parler ici des profits records de CMA-CGM, mais ce n'est pas les seuls. Maersk a fait les mêmes, MSC a fait les mêmes, etc. Et là, il y a eu des emplettes et notamment une verticalisation de la chaîne pour agréger les commissionnaires de transport. On l'a vu, je vais citer l'exemple de CMA, mais qui a racheté Jeffco, Seva, etc., pour finalement intégrer de plus en plus des gens qui étaient leurs clients et nous mettant de plus en plus dans un rôle d'apporteur d'affaires qui est potentiellement un peu problématique pour nous. Donc c'est des marchés qui vont, qui viennent, qui évoluent très vite. Il faut être capable de s'adapter. C'est l'avantage d'une ETI comme la nôtre, familiale, qui sait à la fois garder une vision de long terme et ne pas changer de cap au premier à-coup, mais en même temps être capable d'amender sa stratégie pour rester performant à court terme et pouvoir financer justement ce développement à long terme. Et les problématiques de fiscalité, d'harmonisation, Jean-Thomas, on est toujours en train de courir après d'autres pays de l'Est par exemple, ou alors ça commence à aller mieux? Oui, alors bon, les pays de l'Est, c'est un sujet, mais à la limite, on n'est même pas obligé de comparer avec les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'il suffit de comparer déjà avec l'Allemagne sur les taxes de production. On a 8 fois plus de taxes de production en France qu'en Allemagne, donc CVAE, CFE, etc. Il y a eu un petit effort de fait sur les 10 milliards d'euros récents, mais là, il y a peu de temps, on parlait d'une baisse de nouveau de 10 milliards qui finalement sera fait en 4 ans, pendant que l'Allemagne va baisser l'ensemble de sa fiscalité de 30 milliards en une année. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. Alors je sais qu'ils se sont fait retoquer par la cour de Düsseldorf, etc. Mais enfin, ils ont d'autres atouts. Et donc on a un écart de fiscalité du travail, du capital. L'ISF, la transmission, ça fait un mal fou à tout plein de pans de l'économie, notamment les entreprises industrielles, familiales, etc., patrimoniales. Et puis ensuite, on a d'ailleurs problématique fiscale sur le capital, notamment sur la transmission, qui est encore d'actualité, même si on a entre-temps mis les pactes du trade, on est quand même encore bien plus élevé que la moyenne européenne. Donc des problématiques fiscales, on en a de nombreuses qui pèsent effectivement extrêmement lourdement et qui effectivement nous mettent en difficulté. Et à la fois, nous, on le paye en tant que transporteur parce qu'effectivement, les autres transporteurs bénéficient de marchés peut-être moins difficiles sur lesquels les marges sont plus importantes et donc se permettent des investissements ici qui sont un peu différents de ce que nous, on peut être potentiellement capable de faire, même si on les fait poursuivre. Et puis par ailleurs, parce que la désindustrialisation de la France, qui est un vecteur important, je le disais, de transport, a beaucoup joué sur les flux transportés. Et autant on peut avoir une logistique sans industrie, autant on peut difficilement avoir d'industrie sans logistique. Olivier, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une croissance importante des échanges, des flux internationaux. Donc ça, c'est bien pour le transport. Alors, quand on regarde sur le long terme, la croissance des échanges internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a été très forte jusqu'en 2008. À partir de la crise financière de 2008, on est arrivé sur des taux de croissance des échanges internationaux qui ont diminué fortement. Donc, cette croissance quand même sur le long terme des échanges internationaux, elle a d'abord bénéficié au trafic maritime, on en parlait tout à l'heure. Sur la demande de transport intérieur française, c'est moins clair. Et pour les deux raisons qu'évoquait Jean-Thomas, c'est-à-dire d'une part, puisque cette croissance des échanges internationaux, la France n'a pas réussi à tirer sa part dans l'industrie. Et donc cette désindustrialisation de la France, quand on regarde dans les 15 dernières années, on a une baisse qui est à peu près de même ordre de la production manufacturière que de la demande intérieure de transport en France. Donc on a une relation qui est directe entre l'industrie et la demande intérieure de transport. Et ensuite, ça joue sur. On a perdu aussi beaucoup en termes de compétitivité intrinsèque du secteur sur plusieurs aspects. D'abord, on l'évoquait sur les aspects de coût. Sur le transport routier de marchandises, la France est le 3e pays où le taux de cabotage est le plus élevé en Europe. On est à peu près à 7%, c'est-à-dire très proche de l'Autriche, qui est pourtant située d'un point de vue géographique au cœur de l'Europe. Et on est juste en dessous de l'Allemagne. Quand on regarde les ports français et les ports européens, il y a 40% du trafic de conteneurs qui est à destination de la France qui passe par des ports européens, et des ports qui ne sont pas français. Et quand on regarde en volume transporté, les principaux ports d'Europe, c'est Rotterdam, Anvers, Hambourg, Amsterdam, Algeciras, et ensuite arrive Marseille, et Aropa est 11e.
Donc c'est aussi un sujet d'infrastructure, d'attractivité, de fluidité de ce qu'on appelle les gateways françaises. Roissy, pour le coup, en termes d'aéroport, est bien placé, mais derrière Francfort. Et donc quand on regarde, il y a un indice de la Banque mondiale qui justement regarde la performance logistique des pays. Au niveau européen, la France est 9e en termes de performance logistique. Donc on a aussi un sujet de qualité intrinsèque, à la fois des infrastructures et puis de l'écosystème global pour les acteurs, au-delà des sujets qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de fiscalité, de compétitivité, coût. Pour nos transporteurs, on n'a pas parlé aussi de la taxation sur le carburant. On est le 4e pays qui taxe le plus le gasoil en Europe. Il se trouve que 98% des flottes tournent au gasoil en France. Donc évidemment, tout de suite, c'est un coût important pour la compétitivité des transporteurs routiers. Et puis peut-être le dernier point à ce sujet, c'est les problématiques de réglementation. On en parle souvent, mais c'est vrai qu'en France, on complexifie un petit peu la vie des entreprises. Non, pas du tout. Non. Sur les implantations logistiques, quand on regarde les délais d'implantation logistique, il y a un rapport Guillaume qui a été très bien fait en 2021. Les délais d'implantation logistique en Allemagne, et c'est les délais réels, en pratique. En Allemagne, c'est 9 mois, en France, c'est 3 mois. Donc on a tout un écosystème de difficultés d'implantation, que ce soit lié à des problématiques administratives, de contentieux systématiques et des recours abusifs, sur lesquels il faut absolument qu'on réussisse à travailler, puisqu'un entrepôt, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est totalement délocalisable. Pierre-Olivier, dans ce paysage, dans cet environnement, il y a aussi le e-commerce qui a explosé, et avec également en parallèle les marketplaces. Oui. Alors c'est sûr que ça a été quand même le grand chambardement des 15 dernières années en termes de retail. C'était l'événement du e-commerce. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'on a eu plusieurs phases, notamment si on regarde. Donc nous, on vient plutôt du monde à la base du catalogue, donc de l'e-commerce. On a eu au départ donc des groupes traditionnels qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à cette logique de transport de e-commerce. Pendant la période de Covid, notamment, beaucoup de retailers se sont rendus compte qu'ils avaient du retard. Et alors, on a observé, d'un point de vue concurrentiel, post-Covid, beaucoup de groupes avec des réseaux qui ont changé de point de vue en se disant, finalement, mon réseau, ce n'est pas que des magasins, c'est aussi des points logistiques. Et on a, post-Covid, une explosion de tout ce qui est click and collect, de tout ce qui est utilisation d'un réseau local pour livrer dans les 30 minutes, etc. Le marché qui est le plus, je trouve, représentatif et toujours en avance, c'est vraiment l'Angleterre. Parce que je trouve qu'on voit ce qui est en train de se passer en Angleterre, on voit ce qui va se passer en logistique, parce qu'effectivement, le réseau là-bas est extrêmement fort. Et donc, dans mon domaine, aujourd'hui, on est vraiment arrivé dans des logiques de livraison dans les 30 minutes. C'est-à-dire que si on est dans Londres, on est livré en 30 minutes directement sur un chantier, par exemple, parce qu'il y a eu une densification avec des entrepôts centraux, mais aussi l'utilisation de plus en plus des points de relais qui étaient auparavant vus plus comme des magasins et qui sont maintenant vus comme des relais logistiques. Donc Et ça, comment tu t'es habitué toi aussi? Parce que tu as des concurrents aussi, des pure players qui sont arrivés. Comment Manutan, qui existe depuis quand, Manutan? Depuis 1966. 66, une excellente année. Donc comment ça a fonctionné? Alors raconte-nous, comment vous avez suivi l'évolution et la transformation digitale? Alors bon, nous déjà, on s'est digitalisé très vite puisque dès 2001, on est passé sur des sites marchands. Donc on est allé très très vite là-dessus. Bon, ensuite, moi, donc, je viens de l'univers du B2B. Donc, le B2B, c'est toujours un peu plus lent que le B2C, mais c'est beaucoup plus profond dans les changements. C'est-à-dire qu'en fait, la digitalisation, pour une entreprise, les achats sur Internet ont pris plus de temps. Par contre, on voit aujourd'hui que c'est extrêmement profond parce que ça touche l'ensemble des processus. Donc, nous, en fait, on s'est adapté. Alors, assez curieusement, pour un modèle comme le nôtre, Internet nous a demandé de recruter des commerciaux. Parce que nous, on n'avait pas de commerciaux parce que Internet a vite été vu par les grands comptes comme un moyen de mettre leurs achats sous contrôle. En se disant finalement, grâce à Internet, je vais avoir des grandes plateformes d'achat et donc je vais pouvoir mettre mes achats sous contrôle. Donc nous, ça nous a fait sortir du pur canal de vente à distance pour aller vers le canal commercial. Et ensuite, en termes de, si on parle donc du sujet de la logistique, alors d'une part, nous, on a construit plus d'entrepôts et on a développé aussi fortement un modèle de dropshipment, alors qui n'est pas un modèle de marketplace, puisque la marketplace, c'est un marchand qui vient vendre vers un autre marchand, donc il y a un transfert de responsabilité. Nous, en fait, on reste dans la relation client, on reste l'interface du client. Par contre, aujourd'hui, on distribue une partie importante de notre offre directement via des fabricants. Donc, pour donner une idée, on est passé d'une boîte qui référençait 4000 produits par an à peu près aujourd'hui à 100 000 produits par an. 100 000 produits. Ouais, donc, il y a eu une explosion des référencements. Et vous ne vous trompez jamais? Le stylo bleu, il n'est pas rouge? Ça dépend si on a un bon transporteur. Non, allez, on parle des tendances de consommation justement qui transforment les métiers logistiques. Tu peux peut-être rebondir là-dessus, Pierre-Olivier?
Sur la partie logistique, donc moi je viens d'un univers B2B, ce qu'on voit c'est que tout ce qui se développe d'abord dans le grand public arrive en B2B. Et en fait on a deux mouvements qui peuvent être un peu contradictoires. Trois mouvements. Un, c'est donc la rapidité. La rapidité, c'est presque un sujet. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous avez besoin de ce produit demain, il va vous dire non, mais à partir du moment où il est disponible demain, ce produit, il le veut pour demain. Donc il y a ce sujet de la rapidité. De plus en plus, le sujet de la précision. Et là, on le voit effectivement sur les plages horaires. Auparavant, on vous disait entre 9h et 18h, la précision. Mais il y a un mouvement inverse qui se passe dans le monde des entreprises, qui est de limiter les livraisons. Parce qu'en fait, nous, par exemple, on montre à certains sites qu'on les livre 16 fois par semaine. Parce qu'à un moment donné, un site, quand on a un grand site d'une grande entreprise, finalement, c'est presque des villes, etc. Et donc, il y a cette réflexion de dire, mais finalement, est-ce que je n'ai pas intérêt à grouper mes livraisons, donc que ça aille un peu moins vite. Et donc, on sent vraiment dans les entreprises un double mouvement, au point, par exemple, que c'est beaucoup développé dans les pratiques, le transport gratuit, ce qu'on appelle le franco. Et on commence à avoir des entreprises aujourd'hui qui nous disent, mais moi, je veux bien, par exemple, pour les commandes en dessous de 100 €, je suis d'accord pour vous payer le transport pour que mes utilisateurs arrêtent de vous passer des petites commandes. Et donc, c'est très intéressant en ce moment parce qu'on sent dans les entreprises cette dichotomie vite, hyper précis, mais finalement, est-ce que je n'ai pas intérêt à limiter par rapport à ma trajectoire carbone? Donc, ce qui est certain, c'est que ce qu'on sent aujourd'hui, c'est une accélération, notamment pour les grands groupes, de la question de la neutralité carbone, et donc la prise en compte de plus en plus du transport, et donc on commence à avoir des mouvements, on va dire, d'avant ce qui était de la rapidité vers du groupement, vers de la baisse d'émissions. Olivier, ils sont insupportables, Amazon, non? Amazon adhérent de l'Union TLF. Ah, donc ils sont très bien en fait. Ils représentent quelque chose qui se développe fortement. De toute façon, en France, la croissance du e-commerce dans les dernières années, c'est 10 à 15% chaque année. L'impact direct, c'est qu'à Paris, on a 500 000 colis qui sont livrés chaque jour. On a 4,4 millions chaque semaine d'enlèvements et de livraisons en Île-de-France. Et donc ça, il est évident que ça crée, notamment au niveau des décideurs publics, des interrogations qui sont de plus en plus fortes. On évoquait tout à l'heure aussi ce que ça interroge en termes de consommation, avec parfois une légère schizophrénie aussi entre les citoyens, les consommateurs qui veulent évidemment améliorer la qualité de l'air, éviter les congestions, ne pas avoir d'air de livraison, mais en même temps avoir leur colis qui soit livré. La semaine de 3 jours, 2 jours, 1 jour, voilà, c'est non. Voilà, et donc ça, on a une prise de conscience qui est assez récente en fait, de la part des décideurs publics, y compris locaux. Et nous, on a vu dans les collectivités locales des équipes qui n'étaient pas du tout armées, y compris en termes d'expertise sur ces questions-là. Et il a fallu qu'on les accompagne dans les 2-3 dernières années, c'est extrêmement récent, sur les sujets de logistique urbaine, qui vont devenir un sujet avec une acuité très forte avec les Jeux Olympiques, puisque la livraison du quotidien va devoir se poursuivre pendant les Jeux. Donc ça pose des questions, on le disait, de qualité de l'air. On reviendra peut-être sur les zones à faible émission qui ont vocation à restreindre les véhicules qui rentrent dans nos centres-villes et qui posent des questions de transition énergétique pour les flottes. Ça pose des questions, on l'a dit, d'air de livraison, ça pose des questions de congestion et puis d'immobilier logistique urbaine aussi, puisqu'il y a seulement 1% de la surface immobilière à Paris qui est dédiée à l'immobilier logistique. Et si on veut réduire le last mile, évidemment, il va falloir qu'on construise aussi du foncier logistique. Et donc, c'est une question qui se pose partout en France, mais aussi dans nos aires urbaines. Jean-Thomas, il y a plein de questions, mais toi, le problème, c'est qu'il faut que tu aies des réponses, quoi. Et là, il y en a énormément. Alors, mais quelle est ta question toi? C'est comment tu réagis par rapport à ces nouveaux modes de consommation, Jean-Thomas? D'abord, effectivement, Pierre-Olivier disait, il y a un changement de paradigme. Le destinataire, dans le transport, il y a un changement de paradigme plus ancien qui est le fait qu'aujourd'hui, on ne transporte plus une marchandise, ça c'est vraiment une pure commodité, mais une information. Donc déjà, ça implique, mais on pourra peut-être y revenir sur la digitalisation des flux de transport, d'avoir une data très disponible en temps réel, qui permette aussi de la prédictabilité, etc. Donc il y a vraiment une attente qui est très forte, qui est liée au fait, aux habitudes de consommation de nos propres donneurs d'ordre, et qui en fait sont des standards du B2C. Donc nous qui avions l'habitude d'avoir une livraison très standardisée, très formalisée, très professionnalisée d'un acteur du B2B à un acteur du B2B,
Aujourd'hui, on est d'abord d'une part de plus en plus dans le B2B2C avec des destinataires qui sont de plus en plus en attente des mêmes codes qu'ils peuvent avoir quand ils commandent sur Uber ou sur Deliveroo, etc. Et nous-mêmes, au niveau du donneur d'ordre, on se doit de digitaliser de plus en plus à la fois le suivi, mais aussi l'ensemble on doit aller de plus en plus vers la dématérialisation en fait, du point de contact avec notre client chargeur qui s'attend à trouver sur une plateforme dématérialisée non seulement le tracking, le suivi de son envoi, mais de plus en plus les à côté, c'est-à-dire les factures, ses stats de qualité, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses qui proviennent effectivement de ces enjeux-là. Et nous-mêmes, alors pour répondre aux enjeux physiques, il y a un développement de flux dans le B2B qui est assez mature. On est sur un marché qui est en croissance d'1% ou parfois moins. Donc effectivement, un relais de croissance comme le B2B, comme le B2C, on ne peut pas non plus complètement le laisser de côté. Et nous-mêmes, pour rester quand même dans ce qu'on sait faire, ou en tout cas créer des synergies opérationnelles avec notre propre mode d'exploitation, on a développé, ou en tout cas on est en train de créer une business unit dédiée au B2C, notamment sur l'envoi de flux de plus de 30 kilos à destination de B2C, donc notamment l'ameublement, le bricolage, le jardinage, etc. Ce genre de secteur qui représente un marché d'1 milliard d'euros de nouveaux marchés en fait. Et là, pour le coup, effectivement, on est sur des taux de croissance, Olivier le citait, qui sont très importants, même si post-Covid, actuellement, les gens se sont réapprovisionnés et donc il y a un petit peu moins de dynamisme sur ce marché-là. Mais enfin, c'est des marchés naissants, donc il y a forcément un petit peu de volatilité sur ce marché-là avant qu'il finira par trouver son envol de manière plus stable. Donc ça, c'est pour les enjeux physiques. Et puis, effectivement, on parlait des livraisons urbaines, du centre-ville, etc. Nous-mêmes, on a dû moderniser considérablement notre flotte pour pouvoir livrer avec des moyens plus verts qui répondent aux nouvelles exigences, des ZFE, etc., à certains accès qui sont restreints au centre-ville. Et aujourd'hui, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était presque zéro, là, en 2023, on aura fait 22% des livraisons à destination en moyen vert. Donc ça peut être GNV, électrique, triporteur, que sais-je. Et l'année prochaine, on en fera 30%. On est sur une croissance extrêmement exponentielle du sujet. Et dernier point, c'est que nous-mêmes, heureusement, on est commissionnaire de transport, donc on est là pour trouver des solutions. Pierre-Olivier disait qu'il y a de plus en plus une tentation de massifier pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons écologiques. Parce que, évidemment, envoyer 16 envois différents effectivement, dans des usines comme Alstom, à Belfort, etc., qui sont quasiment des villes, comme le disait Pierre-Olivier, on peut comprendre que d'un service à l'autre, il y ait des commandes différenciées, que tout ne soit pas centralisé. Mais là, à un moment, eux-mêmes, au niveau de la logistique, au niveau de la supply chain, prennent conscience de ça aussi pour des raisons écologiques. Et c'est finalement ces raisons écologiques qui finissent aussi par arriver sur des raisons de coût. Mais originellement, il y avait un peu cette tentation-là. Et les camions verts, ça coûte plus cher à acheter? C'est-à-dire que par rapport à des camions classiques, on va dire? Oui, tout à fait. Et ça, c'est un des sujets qui est important parce que nous, c'est la législation et les contraintes normatives qui font qu'aujourd'hui, en fait, notre transition environnementale est dans notre business plan. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à le monétiser par ailleurs. Donc, si ce n'était pas le cas par la législation, ce serait probablement quelque chose d'un peu superficiel. Et donc, on avance. Mais il faut savoir qu'un camion électrique, c'est 2,5 fois le prix d'un camion thermique. Et que quand vous avez un camion thermique qui coûte 50 000 et que vous êtes obligé ou 100 000 et puis que vous êtes obligé d'en acheter un à 250, forcément, c'est pas les mêmes enjeux en termes de capex. Par ailleurs, vous avez des aides, mais les bonus écologiques, c'est 50 000 € sur un camion comme celui-là. Donc, on est évidemment dans la difficulté. Ce d'autant qu'il y a, au-delà de la transformation, GNV, etc., il y a les biocarburants, il y a beaucoup de technologies disponibles. Bon, l'hydrogène sur les poids lourds, c'est encore très loin, mais vous avez la question des infrastructures de recharge, vous avez la disponibilité des différents carburants. Je vais prendre l'exemple du biocarburant, des B100, etc.
c'est par sirène qu'on peut aujourd'hui aller se servir. Donc vous ne pouvez même pas autoriser un sous-traitant à aller se servir sur votre propre pompe si vous-même vous approvisionnez en biocarburant. Donc on a un tas de contraintes qui sont aussi infrastructures et normatives qui sont complexes et qui nous permettent difficilement d'avancer au rythme où on devrait, avec encore une fois certains atermoiements sur le plan technologique. Mais ça, c'est extrêmement coûteux pour nous. Et je vais vous dire, la grande difficulté qu'on a, elle n'est pas tellement chez nous. On est des entreprises solides, encore une fois, une entreprise familiale, on gère en bon père de famille, on est là pour investir sur le temps long et éventuellement accepter de réduire nos marges pendant un temps pour ensuite revenir à meilleure fortune dans un temps plus long. Mais nos sous-traitants, qui sont souvent... moi, j'ai 850 tournées de livraison tous les jours en France. Sur ces sous-traitants, c'est souvent des petites entreprises unipersonnelles, etc., qui avaient l'habitude de se financer sur le marché de l'occasion et de se fournir sur le marché de l'occasion, qui de passer d'Euro 3 en Euro 4, puis d'Euro 4 en Euro 5, puis etc. Et là, maintenant, on les oblige à faire des leapfrogs, vraiment des sauts de puce très importants pour passer d'Euro 3 à Euro 4 à un véhicule plus vert, directement aux dernières normes et parfois même sur des contraintes. Ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on est nous-mêmes obligés, d'une part, de changer un peu nos business models pour les accompagner avec des contrats de plus long terme pour qu'ils puissent aller se financer auprès de leur banque, les faire bénéficier de nos conditions d'achat. Mais pour nous, c'est des changements un peu de business model. Et pour eux, c'est parfois des enjeux de renoncement, clairement. Et Pierre-Olivier, quel regard tu portes sur l'essor de l'économie circulaire? Alors, sur l'essor aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un énorme potentiel aujourd'hui dans l'économie circulaire. Donc, pour vous donner une idée, pour un secteur que je connais bien, le mobilier de bureau. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 5% du mobilier de bureau qui est remis sur le marché. C'est-à-dire que 95% est soit jeté, soit recyclé. Nous, on estime, on n'est pas les seuls, que 60% du mobilier pourrait être remis sur le marché. 60%. Ouais, soit sans rien faire, soit en le reconditionnant. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un énorme potentiel et qu'il y a de la ressource, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui est complètement sous-exploitée. Et donc, nous, on estime, quand on a un distributeur aujourd'hui, la vraie empreinte carbone d'un distributeur, c'est son scope 3. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les produits qu'on vend. Donc si un distributeur veut progressivement se décarboner, il va jouer sur ses propres infrastructures, ses propres activités, mais il faut qu'il commence à vendre du produit reconditionné. Donc nous, par exemple, en mars, on va ouvrir un hub. C'est un peu nouveau pour nous, mais un hub où on va récupérer du mobilier, le remettre en état et le revendre. Et notre vision, c'est que dans quelques temps, on proposera à nos clients de pouvoir acheter ce produit neuf ou ce produit reconditionné. Et c'est extrêmement surprenant de voir les gisements de valeur. Nous, on considère que 60% de toute l'œuvre manutenante, donc il y a presque 1 million de références, demain pourra se vendre en circulaire. Alors, le sujet de l'économie circulaire, c'est qu'il est extrêmement simple à expliquer comme ça. Après, pour mettre en œuvre... Voilà, après, c'est un œuvre. Et le gros enjeu aujourd'hui de l'économie circulaire, c'est de créer des industries. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'est quand même un marché qui reste un marché un peu local, qui a longtemps été associé à un marché purement de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, il faut qu'il s'industrialise. Il y a un article dans Les Échos ce matin qui est intéressant sur les équipementiers automobiles, les grands qui commencent à se dire il faut que ça devienne un business. Et donc, tout l'enjeu des prochaines années, c'est comment nous, les distributeurs, les industriels, mais aussi les pouvoirs publics, parce que par exemple, les pouvoirs publics aujourd'hui favorisent beaucoup plus le recyclage. En fait, beaucoup de filières se sont construites sur le recyclage. C'est intéressant le recyclage, mais ça reste quand même de la matière qui va être utilisée pour construire un produit, donc on va réutiliser de l'énergie. Et comment progressivement, on passe à une logique du réemploi. Le gisement, il est colossal, c'est-à-dire que dès qu'on se penche sur le sujet, c'est vertigineux, mais dans tous les domaines, se dire mais c'est incroyable. Par contre, comment aujourd'hui on passe à l'échelle? Et je pense que la France a une carte à jouer pour vraiment devenir un des pays leaders dans le remade, en fait. Parce que globalement, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'on n'aura pas le choix, de toute façon, vu aujourd'hui les ressources limitées, on n'aura pas le choix que de reconditionner, de remettre sur le marché, allonger les cycles de vie. Mais le plus gros est devant nous. Olivier, décarboner la chaîne logistique, c'est juste vital? Oui, c'est une exigence de toute façon qui est bien intégrée maintenant par les transporteurs. C'est une demande de leurs clients, de nos concitoyens, et c'est aussi une source de motivation et de fierté pour les transporteurs, puisque ce qu'on dit parfois, c'est que si vous voulez décarboner, il faut venir dans le transport, puisque c'est là où il y a des choses à faire. Puisque le transport de marchandises, c'est 9% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est 7% pour le transport routier de marchandises.
Donc les leviers sur lesquels on travaille beaucoup évidemment avec les décideurs publics, le secrétariat général à la planification écologique qui est placé auprès de la Première ministre. On en a parlé, c'est d'abord les motorisations des flottes. Donc on a évoqué la révolution qui est en cours, parce que c'est une révolution. Depuis la fin du 19e siècle, les camions roulent au diesel. Maintenant, il va falloir qu'ils roulent avec un mix énergétique. Et ça change tout pour les transporteurs, puisque ça suppose d'avoir plusieurs types d'énergie et donc plusieurs types de véhicules, et de s'organiser en conséquence, y compris sur les infrastructures de recharge, la façon dont ils organisent le transport. Donc c'est une évolution de l'organisation extrêmement forte, d'évolution des compétences aussi dans les entreprises. L'électrification est beaucoup mise en avant par les pouvoirs publics. Quand on regarde les schémas qui sont portés justement dans le cadre de la planification, on est dans l'ordre de 40% des immatriculations qui se feraient en électrique en 2030. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Et on parle de quantités qui ne sont pas négligeables. Il y a 520 000 poids lourds, véhicules lourds en France, et 2,6 millions de véhicules utilitaires légers. Donc c'est des taux de renouvellement aussi qu'il faut prendre en compte, puisque une partie de ces véhicules-là sont en compte pour autrui, donc on est plutôt sur des taux de renouvellement de 4-5 ans, mais une partie sont en compte propre, et là on peut être sur des taux de renouvellement à 10-15 ans. Donc un des messages importants qu'on porte auprès des pouvoirs publics, c'est d'avoir des calendriers qui soient réalistes, pragmatiques, et qui donnent cette visibilité-là, et avec une certaine homogénéité aussi par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe. Un autre levier, bien sûr, aussi, c'est le report modal. Les pouvoirs publics parlent beaucoup du report modal. La réalité aujourd'hui, c'est que si on arrive à maintenir le report modal, ce serait déjà une très bonne chose en 2030, puisqu'on voit que le report modal baisse aujourd'hui. En 2023, le report modal va baisser, le ferroviaire baisse. Donc on peut faire des annonces pour essayer de le renforcer. Ça a sa zone de pertinence, mais déjà, si on réussit à le maintenir ou à l'augmenter un petit peu, ce sera déjà une excellente chose. Et puis il y a quelque chose dont on parle assez peu, pour décarboner la chaîne logistique. On parle beaucoup des flottes et des motorisations, mais on parle assez peu de la planification du foncier logistique. En réalité, réduire la distance parcourue par les flottes de véhicules, c'est-à-dire une meilleure implantation des entrepôts au barycentre des flux de transport, ça, c'est réduire fortement et significativement les émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on a des politiques publiques type zéro artificialisation nette, on se retrouve assez vite dans des injonctions contradictoires de politiques publiques sur lesquelles nous, on essaye évidemment de sensibiliser et d'agir pour dire ok, la transition, on y est favorable, mais attention à avoir des signaux qui soient convergents et qui permettent aux transporteurs de trouver les meilleures conditions pour décarboner le plus vite possible, puisque je pense que c'est l'objectif partagé de tout le monde. Et au meilleur coût. Jean-Thomas, c'est vrai que c'est un sujet crucial. Ah oui, je pense que là, Olivier l'a parfaitement résumé. Bon, moi, mon métier en tant que groupeur messager, c'est d'être le transport en commun de la marchandise déjà. Ouais. Donc, accessoirement, nous, on fait en sorte d'optimiser les chargements, de faire en sorte que les camions ne roulent pas à vide, ou en tout cas le moins possible. Et je dois dire qu'effectivement, de plus en plus, on est sensibilisé sur le sujet. Mais effectivement, c'est vital. Pour nous, on n'a pas le choix que de réaliser cette transformation-là. Alors, Olivier citait aussi effectivement des enjeux autour du foncier. Là, effectivement, nous, on le voit, on a pu être amené à considérer la possibilité de livrer Montpellier, où nous n'avions plus de site disponible, depuis Nîmes. Alors, outre le surcoût, à l'heure où l'inflation est celle-là, qui était pour mon entreprise de 350 000 € par an, on est évidemment sur une aberration écologique. Donc, on veut protéger le foncier, ok, mais il faut voir derrière quels sont les effets de bord négatifs. Il faut essayer de mesurer s'ils ne sont pas plus négatifs que effectivement que le soin qui est apporté. Et puis, il y a un grand rêve qui consiste à construire des entrepôts en hauteur. Alors ça, c'est bien. Il y en a sans doute des députés qui l'ont vu à Hong Kong, etc. Bon, c'est très bien pour effectivement de la livraison de petits colis en petits véhicules, etc. Pour de la livraison, pour de la logistique urbaine. Quand vous faites venir des semi-remorques, c'est tout de suite des aires de manœuvre nettement plus importantes. Et qui ne sont pas du tout compatibles avec des entrepôts de cross-dock, c'est-à-dire sur lesquels la marchandise reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, et qui doivent entraîner un mouvement de véhicules très très important. Donc on a besoin de foncier, on est un peu en plus souvent un peu l'ennemi public, parce qu'on a un foncier qui est très important, sur lequel, si on le ramène la création d'emplois, en réalité effectivement elle est assez faible, mais encore une fois, et évidemment, pour le voisinage, il y a des nuisances
notamment au niveau du bruit, etc., qui sont immédiatement à prendre en compte, et une acceptabilité citoyenne qui est de moins en moins vraie, mais ce n'est pas seulement vrai pour le transport, et qui nous pénalise considérablement, avec une image assez dégradée, encore une fois, du secteur par endroit, et véhiculée par les médias notamment. Mais voilà, on a besoin de la logistique pour réindustrialiser. Donc, nous, on a pris, effectivement, Olivier le soulignait, vraiment le sujet à bras-le-corps, parce que c'est un enjeu fondamental pour nous, parce qu'on n'a pas le choix, mais aussi parce que ça crée des opportunités business, parce que c'est une demande de nos clients. Mais effectivement, il faut que tout le monde considère bien ces efforts qui sont faits dans une optique plus globale. Pierre-Olivier, ta réaction sur cette problématique de décarbonation ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, finalement, on accuse beaucoup le transport ou la logistique, mais encore une fois, ce qui coûte le plus, c'est quand même le produit neuf et la matière qu'on extrait. C'est quand même, c'est-à-dire que moins on produira du neuf, plus on réemploiera, plus on baissera l'impact carbone. Et donc déjà, je trouve que le transport est souvent vu et pointé du doigt, mais il y a quand même cette question-là. Donc après, je pense que ce qui va beaucoup se développer, on en parle beaucoup avec Jean-Thomas, c'est tout ce qui est reverse logistique, c'est-à-dire comment aujourd'hui on vient chercher les produits d'usage. Moi, je pense que c'est un secteur qui va vraiment y arriver, parce que c'est un secteur qui avance très vite. Et nous, on travaille ensemble. C'est un secteur qui avance très vite, le transport, au final, par rapport au sujet de la transition écologique. Puis il est indispensable aussi. Hein. Il est indispensable, et de toute façon, il sera indispensable quel que soit le type d'économie, circulaire ou une économie linéaire. Mais ce que je vois moins aujourd'hui, je lisais ce matin Temu, par exemple, une nouvelle application en Chine qui est en train de... Tu lisais dans l'usine nouvelle, peut-être, non ? Je lisais, je ne sais plus où, non. Qui est en train de dépasser Shine. Alors déjà, Shine, on pensait qu'on avait atteint le... Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup du transport, mais à la base, c'est quand même les modes de consommation qui doivent évoluer. Et je suis beaucoup plus confiant sur la capacité qu'ont les logisticiens, si on leur donne les moyens à se transformer, que le changement en profondeur des modes de consommation. Parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a des études extrêmement intéressantes, par exemple sur les jeunes dont on dit qu'ils sont écologiques. En fait, c'est très peu vrai. C'est très, très, très peu vrai en réalité. Il y a beaucoup de jeunes ici pour voir si vous êtes... Non, mais, non, mais c'est très peu vrai. C'est-à-dire que leur mode de consommation et donc, le sont fondamentalement peu. Et je pense qu'il y a... Là, j'étais aux Pays-Bas et j'ai vu... Enfin, il y a des innovations. Par exemple, on a rencontré une entreprise qui était un démolisseur et qui aujourd'hui est devenu un constructeur de bâtiments circulaires. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de détruire un bâtiment, ils le découpent, ils stockent des façades et ils refont des bâtiments circulaires. Et nous, on va construire pour une de nos filiales des bureaux entièrement circulaires. C'est-à-dire que ce ne sont que des éléments d'autres immeubles. Et je trouve que, enfin encore une fois, c'est pas parce qu'on est là ce soir, mais je trouve qu'on met énormément l'accent sur le transport, la logistique. Enfin, la question de fond, c'est quand même l'extraction de la matière, c'est quand même la question du réemploi, c'est quand même la question de la consommation. Et ça, je pense que si on n'est pas un peu plus coercitif, je ne suis pas du tout plus un libéral, tu es un libéral. Plutôt, mais globalement, aujourd'hui, donc, quand on voit la loi AGEC, par exemple, 25% aujourd'hui des administrations doivent acheter circulaire, bon, ils n'y arrivent pas. Moi, je pense que petit à petit, il faut que de façon assez coercitive, on mette de plus en plus des logiques de réemploi et les transporteurs vont suivre. Ouais. Parce qu'en fait, leur métier va se développer, parce que le réemploi, ça veut dire reprendre, etc. Donc finalement, c'est presque une question de basculement de flotte, ça va prendre du temps. Mais je pense que ce n'est pas trop eux le problème. Le problème va être la sélection de la matière. Jean-Thomas, comment tu réagis ? Oui, il y avait deux choses sur lesquelles je voulais réagir. Bon, d'abord, merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour tes mots sympathiques. Défendre le transport. Oui, l'abbé Pierre du transport. Non, mais c'est vrai que... Puis, bon, je vais rendre l'appareil, mais c'est vrai qu'on a des clients, et notamment Manutan, qui nous poussent un peu dans nos retranchements de temps en temps, et ça nous fait du bien aussi pour bouger. Donc, c'est quand même les clients... C'est vertueux. Les plus gros chargeurs qui nous poussent aussi à bouger. Juste un mot sur l'économie circulaire. Vinted, ça n'a pas remplacé la consommation. Hein. C'est un surplus de consommation, par exemple. Donc, l'économie circulaire, à ce stade, pour le coup, ne vient pas remplacer une consommation existante. Effectivement, nourrit un cercle de consommation qui n'est pas si inintéressant. Mais je voulais rebondir surtout sur un point, c'est l'emballage. Les emballages, c'est effectivement le transport.
On peut dire, voilà, il y a trop de camions, trop de livraisons sur Paris, etc., comme l'a dit tout à l'heure Olivier. Mais il faut se rendre compte de ce que représente l'emballage aujourd'hui et le travail qu'il y a à faire là-dessus. Peut-être que Pierre-Olivier sera plus compétent que moi pour parler de ce sujet-là. Mais pour l'anecdote, je me suis fait livrer l'autre jour un petit fusil en plastique pour mon fils qui doit faire ça de haut, qui pèse à peu près 200 grammes. J'ai reçu un truc qui fait à peu près ma taille, à peu près mon poids, enfin à peu près ma largeur. Et je me suis demandé ce que ma femme avait encore commandé. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, elle n'avait pas fait d'erreur et qu'elle avait bien commandé le petit fusil de mon fils de 200 grammes. Et là, on se dit, mais quelle aberration écologique c'est de mettre ça dans un camion, quoi. Et vous, en tant que consommateur, vous ne le savez pas que vous allez recevoir ça. La preuve, c'est l'étonnement qu'on a eu quand on l'a reçu. Et je dois dire qu'on le voit aussi dans nos camions. Vous avez des clients qui ne payent pas, qui payent l'espace qu'ils occupent, mais qui vous mettent un petit triangle au-dessus qui signifie qu'on n'a pas le droit de poser d'autres objets sur la palette, etc., et nous empêchant d'optimiser nos moyens de transport. Donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir sur la nécessité d'optimiser et sur un emballage qui est parfois beaucoup, beaucoup trop volumineux par rapport à ce que ça peut contenir. Avant les questions spontanées, dernier sujet, donc le digital, Olivier. Donc ça a révolutionné aussi un vieux métier, si je puis dire, comme celui de la logistique. Oui, qui était spécialiste de la gestion des flux physiques, Ouais. et qui devient aussi spécialiste de la gestion des flux digitaux et dématérialisés. La digitalisation dans le transport, elle est encore soumise à des sujets d'harmonisation, puisque le transport par nature se déplace. Aujourd'hui, les choses avancent, mais on a encore, au niveau de l'Europe, des procédures, des process, des réglementations qui sont en cours et qui se déploient. Je pense par exemple au système douanier, où on a un enjeu au niveau des systèmes douaniers, c'est d'interopérabilité des systèmes douaniers, qui est en train de se faire. Hein. C'est vraiment des réformes qui sont en cours. Ça va aussi renforcer la concurrence entre les acteurs de la logistique au niveau européen. Ce qu'on appelle parfois le custom shopping, c'est-à-dire qu'on se déplace à l'endroit où le système de douanier est le plus intéressant. Donc ça va poser des questions. Et puis on a encore des États membres qui n'ont pas les mêmes règles. Je pense par exemple au système de lettres de voiture électronique, qui est reconnu en France depuis les années 90. Pour donner un exemple, en Belgique, ils n'ont pas signé le protocole, en Italie aussi. Et donc, quand vous faites un transport entre les Pays-Bas et la France, je parle sous le contrôle de Jean-Thomas, vous ne pouvez pas utiliser ce type de ICMR, comme on l'appelle, puisque au niveau de la Belgique, ce n'est pas reconnu. Et donc, ça avance. Il y a un règlement européen qui pousse un peu les choses pour qu'en 2025, les choses avancent. Mais on voit qu'on a encore, au niveau de l'harmonisation, et puis peut-être aussi une forme de confiance entre les différents acteurs de la chaîne. C'est crucial pour que la digitalisation avance, quelques pas à franchir pour avancer dans la digitalisation. Jean-Thomas ? Oui, alors là, effectivement, c'est des enjeux effectivement d'interopérabilité entre les différents systèmes que peuvent utiliser les transporteurs. Et effectivement, l'Union européenne doit travailler sur une harmonisation des réglementations, etc. Après, d'un point de vue plus client et commercial, je dois dire qu'on a tout à l'heure expliqué qu'il fallait travailler vers une utilisation, vers la digitalisation de nos process dans un certain nombre d'enjeux pour correspondre et coller aux attentes de nos clients, qui sont celles aujourd'hui qui sont issues des standards de B2C. Mais aujourd'hui, je dois dire que les transporteurs utilisent toute la palette de ce qu'on peut entendre comme modernisation, comme révolution même digitale. Hein. L'intelligence artificielle, on en utilise déjà maintenant, non seulement pour planifier nos plans de transport, par exemple, hein, ce qui nous fait gagner là aussi en optimisation non seulement de coûts, mais en optimisation écologique pour de la prédictabilité, pour l'optimisation de nos tournées de livraison, etc. Donc le fait d'avoir des marges faibles ne nous laisse pas toujours les moyens d'investir autant qu'on aimerait, mais ça nous oblige à rechercher l'efficacité la plus rapidement possible. Et donc je dois dire qu'on est très porté sur la modernisation de nos process, sur la productivité, etc. Non seulement dans une optique de réponse à nos enjeux clients. Tout à l'heure, Pierre-Olivier disait on cherche aussi de plus en plus la précision dans la livraison. Aujourd'hui, quand vous commandez un colis quelconque, on est capable de vous dire un créneau horaire ou de vous prévenir une heure avant ou une demi-heure avant à peu près à quelle heure vous allez être livré. Nous, ces besoins-là ont été exprimés plus tardivement par nos clients du B2B, mais aujourd'hui, leurs clients attendent ça désormais. Donc nous-mêmes, on est en train de travailler pour réatteindre ces standards-là.
Donc je dois dire que le marché du transport qui semble parfois, dont l'image peut renvoyer une image, encore une fois, un petit peu vieillotte du camion, etc. Encore une fois, je le redis, aujourd'hui, on transporte plus une information qu'une marchandise. Et ça nous oblige à énormément bouger dans nos process et dans la digitalisation de l'ensemble de notre chaîne. Pierre-Olivier, le digital a révolutionné aussi l'expérience client au sens large? Oui, bon, dans le secteur aujourd'hui, on considère que 80% aujourd'hui des acheteurs, de façon générale, utilisent le digital pour trouver un produit. On a vu une acceptabilité aujourd'hui du digital, notamment dans les achats, qui a explosé ces dernières années, et notamment quand même post-Covid. Le digital dans les rendez-vous commerciaux, donc on a vu, etc. Après, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un petit décalage entre, par exemple, ce dont on nous parle sur l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est digitalisation des processus, et sur la réalité de ce qu'on vit dans nos entreprises. C'est-à-dire qu'on a encore, hier, je faisais un point, par exemple, parce que nous, on est en train de digitaliser, on a énormément de commandes, des commandes assez complexes. Et en fait, les robots, toutes ces machines-là sont quand même encore assez loin de tout ce qu'on nous prédit. Donc, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, ça c'est sûr, avec l'intelligence artificielle, on commence à le voir. Mais ça prend quand même toujours plus de temps que ce dont on nous parle et ce qu'on nous prédit. Donc, il va falloir aussi être assez patient sur ces sujets-là. Oui, nous, effectivement, il y a des traits communs à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que la livraison aux particuliers, c'est quand même quelque chose qui, effectivement, est assez bien ancré, même s'il y a des points de segmentation qui peuvent diverger d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les flux industriels sont tellement importants que les flux palettisés sont très bien triés des flux colis et des livraisons aux particuliers. Donc, on n'utilise pas les mêmes moyens de livraison, par exemple. Alors qu'en France, on va utiliser les mêmes moyens de livraison pour livrer le garage Peugeot et Madame Michu au bout de la rue. Donc on a effectivement quelques divergences comme ça opérationnelles, mais dans l'ensemble, les trends de fond sont les mêmes. Il y a des attentes des clients qui n'ont pas en tout cas qui ne sont pas exprimées de la même manière. On a interrogé par exemple nos clients sur la transition environnementale. En Allemagne, il est clair que le prix apparaît comme l'élément différenciant numéro 1, mais très loin devant les autres. Pareil pour la Hollande, dans une moindre mesure en Espagne. Alors qu'en France, c'est exprimé au moins, d'avoir une attente similaire, ou en tout cas au même niveau, entre le prix et les enjeux de transformation, de transition environnementale. Sur la digitalisation, on observe par contre la même façon de travailler partout. Là, pour le coup, encore une fois, le trait commun d'avoir le transport d'une information plus que d'une marchandise, c'est clair. Et après, effectivement, il y a des adaptations différentes selon les pays. Il y a des modalités de consommation différentes. Il y a des secteurs d'activité différentes. On ne transporte pas de la même manière des gâteaux, des petits beurres fabriqués en Bretagne que des palettes, des cubiténaires de produits chimiques fabriqués par BASF en Allemagne. Donc on a évidemment des secteurs d'activité qui divergent déjà en France, rien qu'en France, d'une région à l'autre, etc. Mais dans l'ensemble, on retrouve quand même des grandes lames de fond communes à l'ensemble des pays européens. Pierre-Olivier ? Oui, alors d'un point de vue e-commerce, moi je disais, on a un pays, l'Angleterre, qui est très très avancé. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui en Angleterre, quand on est sur un chantier, on peut suivre le camion qui va arriver comme sur une appli Uber. Donc on sait exactement. Bon, y a un contexte social aussi, hein, ce qui fait que ils travaillent à peu près tout le temps, donc les livraisons sont beaucoup plus rapides, etc. Les petits pays, type la Scandinavie, ont des niveaux d'interopérabilité entre les transporteurs qui sont assez élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui vous connectent à tous les transporteurs en même temps. Là où la France, ça reste encore pas mal d'acteurs locaux, donc le niveau de traçabilité n'est pas toujours au même niveau. Mais bon, globalement, en tout cas sur l'Europe, on reste quand même dans des comportements qui sont assez similaires. C'est vraiment des adaptations locales. Olivier, tu échanges avec tes alter ego au niveau européen ? Les pays qui apparaissent toujours le mieux classés quand on parle des sujets de transport et logistique, c'est souvent Pays-Bas, Allemagne, Belgique.
qui ont pour revenir un peu sur les sujets de compétitivité qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont des gateways et notamment au niveau des ports qui sont extrêmement efficaces, qui ont aussi un report modal qui est plus élevé qu'en France, et nettement plus élevé qu'en France. Pourquoi ? Parce que assez nativement, les implantations logistiques ont été construites, embranchées avec des canaux fluviaux et ferroviaires. Ce qui n'est pas le cas en France, où on est plutôt dans une logique d'émiettement en fait, de l'implantation logistique. Et c'est peut-être une des choses aussi sur lesquelles on pourrait s'inspirer en France dans une logique de planification du foncier dont on parlait tout à l'heure. Non, on n'a pas l'intention d'acheter des véhicules Tesla. On travaille avec d'autres acteurs qui sont plus classiques. Alors, on a travaillé il y a peu de temps avec une start-up. Bon, parce qu'il faut essayer des choses qui s'appelait Volta Trucks, dont j'ai trouvé que le siège était magnifique dans Paris et qui vient de déposer le bilan. Ça arrive. Oui. T'as perdu des sous ? Un peu. Petite marge de transport, petite marge. Petite marge. Eh oui. Bon, voilà. Non, mais c'est anecdotique, mais on a essayé des choses. On avait commandé, heureusement pour nous, pas non plus 2000 camions, mais voilà, on voit tout de suite quel impact ça peut avoir. Ce d'autant qu'ils agissaient en tant qu'intégrateurs, c'est-à-dire qu'ils venaient installer avec Siemens la recharge, etc., la maintenance, etc. Et on voit que tout s'arrête, c'est-à-dire que les outils de rechargement ne sont pas mis en route par Siemens, qui veut maintenant être payé différemment, etc. Donc ça, voilà, on va peut-être travailler avec des acteurs qui commencent à bien avancer, hein, Renault Trucks, etc. sont quand même des acteurs sérieux qui avancent. Alors je ne veux pas faire la publicité de qui que ce soit autour de la table, mais voilà, c'est pour vous donner aussi des noms que vous connaissez. En tout cas, c'est une de nos préoccupations très très importantes. Même si aujourd'hui, encore une fois, il y a des enjeux de recharge et de bande passante, même des infrastructures de recharge qui est réel pour nous et qui sont des enjeux de CAPEX extrêmement importants. Hein. Nous, on a 45 sites. Rien que sur les 2 sites, sur 2 des 3 sites que j'ai en région parisienne, j'en ai pour plus d'1 million d'euros d'infrastructures. Donc il faut imaginer ce que ça peut représenter et le fait qu'on n'y arrive pas immédiatement, ce d'autant que les projets, enfin les appels à projets ne sont pas toujours très récompensant pour des ETI indépendantes. Pierre-Olivier, quel regard tu portes sur les startups ? On a vu qu'il y avait une déconvenue pour Jean-Thomas. Bon, voilà, il y a risque à prendre. Est-ce que toi, tu travailles aussi avec des jeunes pousses qui ont des idées et pas forcément de référence pour essayer de leur donner une première chance, ou alors au contraire, tu es réfractaire ? Alors nous, pour la première fois l'an dernier, on a acheté une startup, ce qui était nouveau, dans l'économie circulaire. Et bon, là, pour le coup, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment réussi à intégrer, parce que je pense qu'on avait une communauté d'intérêt. Après, sur les startups, ce qui est un peu difficile pour des boîtes comme nous, c'est effectivement, c'est-à-dire qu'ils vont être achetés. La pérennité en fait de ce qu'ils développent n'est pas toujours simple. Donc là, on a travaillé avec une startup pendant assez longtemps sur de l'algorithmie de choix de produits. On était très contents. Puis d'un côté, à un moment donné, ils se vendent à une société, ils arrêtent le produit. Et donc c'est vrai que pour des entreprises de notre taille, c'est pas toujours très simple. On a essayé de faire beaucoup de choses. On a essayé de faire aussi donc autour de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est pas très simple pour des ETI. On a quelques belles aventures, mais on a aussi quand même on a un problème de quelle va être la durabilité et la capacité qu'on a nous en fait après à récupérer le produit. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a eu un peu tendance à revenir vers des outils un peu plus classiques en se disant. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que étant donné la pénurie de talents technologiques, la difficulté pour une entreprise comme la nôtre d'attirer ces talents, c'est vrai qu'on essaye aussi d'aller vers des technologies assez standards en se disant sur le marché, il y aura beaucoup de compétences. Chaque fois qu'on est allé quand même un peu dans quelque chose de spécifique qui était très séduisant et qui pouvait fonctionner, c'est vrai qu'on s'est un peu retrouvé parfois en se disant mais en fait finalement il n'y a plus de compétences, donc on est assez, on commence à être assez sélectif sur ce sujet-là. Jean-Thomas, donc un mot de synthèse, peut-être de conclusion, enfin, à moins que tu souhaites réagir sur les startups, et sinon, synthèse et conclusion, les idées forces à retenir sur cette passionnante thématique de logistique. Oui, juste un tout petit mot sur les startups, en tout cas dans ce que j'ai pu constater dans le transport. Au début, il y avait une approche très, en tout cas avec une volonté de disrupter, ou en tout cas une volonté de devenir les commissionnaires de transport 4.0, avec une volonté assez farouche, assez agressive, etc. Bon,
Alors, je vois bien les pitchs qui peuvent être faits en disant oui, mais vous comprenez, il y a 30 ou 40% de vide dans les camions. Nous, on va recréer de la transparence, etc. Bon, nous, ça fait jamais que 100 ans qu'on fait ça, donc on le fait peut-être très mal, mais Et puis ça t'embête d'avoir des trous aussi, toi. Ouais. Bah, ça m'embête d'avoir des trous, mais bon, quand on fait, quand on voit la part de l'industrie en région parisienne et celle qu'il y a à Nice, quand on envoie un camion vers Nice, à un moment, il doit revenir quelque part, et donc il y a un déséquilibre de flux. Quand vous avez 2 fois plus de flux de l'Allemagne vers la France que de la France vers l'Allemagne, à un moment, on peut imaginer qu'il y ait une part de vide dans le camion qui puisse se créer. Et là-dessus, il y avait cette volonté initiale. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique. Alors, bon, il y en a qui ont disparu corps et biens parce qu'ils sont restés dans cette logique très offensive et très agressive. Et ceux-là ont vraiment disparu ou sont complètement marginaux sur le marché. Finalement, en investissant même dans des moyens physiques, parce qu'ils se rendaient compte que c'était les moyens physiques qui faisaient la valeur ajoutée et non pas la techno. Et à côté de ça, on a des startups qui sont beaucoup mis sur des segments de marché très précis dans une logique incrémentale. Et donc beaucoup plus dans une logique d'apport et de consolidation en juxtaposition et en partenariat avec les transporteurs, améliorant sensiblement l'expérience client et trouvant finalement leur clientèle non pas chez les clients directement, mais chez les transporteurs. Donc aujourd'hui, et ça nous a permis aussi d'accélérer cette croissance-là, passer sans doute cette période qui était assez normale d'arriver sur le marché d'acteurs qui, on était en 2015, nous effrayaient tous, et puis finalement, on s'est aperçu que ça se passait bien. Non, écoutez, en conclusion, je voudrais vous remercier Olivier et Pierre-Olivier de leurs interventions que j'ai trouvées brillantes de mon point de vue et passionnantes. Et voilà, et je pense que vous avez compris qu'il y a un certain nombre de thématiques clés autour du transport qui se fait. D'abord, il n'y a pas un transport, mais des transports. Il y a une multitude de segments, aériens, maritimes, transport terrestre, route, barge, rail, etc. Des flux petits colis en B2C, des flux palettisés en B2B. Bref, on n'adresse pas le transport de manière... c'est pas monolithique. Donc il faut avoir une approche très différenciée, une approche plus patiente sur certains aspects, une approche plus pragmatique sur d'autres. Il y a derrière d'autres enjeux qui sont ceux du foncier, qui sont ceux de la disponibilité de la logistique, le bras armé de la réindustrialisation, etc. Et nous, on accompagne toutes les transformations auxquelles nos clients sont confrontés. La transition environnementale, la digitalisation, l'internationalisation, nous, on accompagne nos clients. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles on s'adapte en tenant compte d'une part des besoins de nos clients et des contraintes de plus en plus pressantes de notre environnement à la fois législatif, normatif, fiscal, qui pèsent sur nos entreprises. Voilà, mais je pense que le transport, si vous devez retenir quelque chose, est un je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots en disant on est un secteur en mouvement ou je ne sais pas quoi, mais si, on se bouge très fort et on est, je pense, très 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 en pointe, notamment sur. J'ai regardé l'autre jour, nous on a obtenu par exemple le label EcoVadis. Alors c'est un label qui commence à être assez réputé, assez répandu, et on est EcoVadis Gold. Et Gold, c'est les 5% des entreprises mesurées, pas seulement dans le transport, mais les plus vertueuses. Alors à la fois en transition environnementale, en RSE, etc. J'ai regardé mes concurrents parce que j'étais très très fier de nous. En réalité, le marché a déjà beaucoup bougé. Et il y en a énormément qui sont déjà Gold. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un signe que voilà, le métier s'est pris en main depuis longtemps, a pris sa prise de conscience, a eu sa prise de conscience en amont. Et je pense qu'avoir des clients qui nous bougent énormément, je ne sais pas, sur l'environnemental, vous avez un L'Oréal qui est très présent. Moi, sur le digital, c'est des clients comme Manutan qui me bougent, etc. Donc voilà, c'est aussi nos gros clients qui sont très moteurs. Mais nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Donc voilà, je pense qu'on l'a bien pris en compte au niveau du secteur. Merci Jean-Thomas.